Bonjour, bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est une journée qui est très intéressante. Je n'ai pas pu assister à l'ensemble de ce matin et j'ai quand même capté un certain nombre de messages. Alors, il ne reste plus guère que Didier Raoult à Marseille pour considérer que la résistance aux antibiotiques n'est pas un problème en France. Mais Didier Raoult est toujours très provocateur, donc je pense que ça fait partie c'est l'une de ses provoques. La plupart des gens ont quand même compris, peut-être pas assez, mais ont quand même compris qu'il y avait un problème. Et encore aujourd'hui, vous avez vu qu'on parle beaucoup de cette malade qui est décédée d'une souche comme ça, multirésistante aux États-Unis. Évidemment, une souche résistante à tous les antibiotiques, ça frappe beaucoup les esprits. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Il faut se mettre là pour avancer, je suppose. Donc, on en reparlera certainement tout à l'heure, mais la résistance aux antibiotiques, elle a toujours existé. Elle existe de tout temps. On a retrouvé des chaînes de résistance dans des prélèvements qui ont été faits il y a des millions d'années. Bien entendu, il y a des antibiotiques sur Terre depuis très très longtemps. Il y a des bactéries également depuis très longtemps. Donc, des relations entre ces deux systèmes qui se sont mis en place très progressivement. Mais c'est bien sûr quand on a utilisé plus largement les antibiotiques, comme la pénicilline, que les résistances se sont accélérées beaucoup. Et on a décrit bien sûr des cas de résistance à la pénicilline très peu de temps après le départ de cette thérapeutique, qui était évidemment considérée comme un miracle. Alors juste pour vous donner un aperçu de la résistance actuelle en France, je pense que cette enquête de prévalence était intéressante, c'est donc uniquement l'hôpital. C'est une enquête européenne, la France avait participé pour 1950 hôpitaux, donc c'est monumental comme étude. 16,6% en moyenne des patients étaient sous traitement antibiotique, mais là ça comprend tout le monde, y compris la psychiatrie par exemple. Les courts séjours, 25%. Ce qui est d'ailleurs assez intéressant, c'est que si on compare ce chiffre aux chiffres d'autres pays européens, la proportion de patients sous antibiotiques en France est basse par rapport à celle d'autres pays à l'hôpital. En réanimation, vous voyez qu'à peu près la moitié des patients sont sous traitement antibiotique. Les fameux staphylocoques résistants à la méticilline, qu'on appelle MRSA, 38%, ce qui reste quand même un taux qui n'est pas négligeable. Les entérobactéries, colibacilles en particulier, porteuses d'un mécanisme de résistance dont on va reparler, BLSE, bêta-lactamase à spectre étendu, 13,6%. Klebsiella, nettement élevé, 31,6%. Et les carbapenémases, dont on reparlera aussi, 1,5%, donc encore relativement faible. Une autre information qui est importante, et elle est caricaturale dans cette étude sur la résistance dans une 34 réanimations européennes, tout pays, presque tous les pays étaient impliqués. Vous voyez que la consommation antibiotique était de 1254 DDS pour 1000 jours, mais avec des extrêmes de 340 à 4900 à 5000, donc des différences colossales sur la consommation antibiotique entre les différentes réanimations, et également des différences considérables sur la résistance. Vous voyez MRSA en moyenne 11%, mais allant de 0 à 100%. C'est-à-dire dans certaines réanimations, 100% des staphylocoques étaient résistants à la méticilline. Idem pour les colibacilles, vous voyez, de 0 à 80% de souches porteuses de ces fameuses BLSE, pareil pour les Klebsiella, pareil pour les pseudomonas. Donc des différences entre réanimations qui sont considérables et bien sûr aussi des différences entre pays
qui sont considérables. Alors il existe une relation qui est tout à fait acceptée, mais qui est probablement partielle uniquement, on va en reparler, entre la consommation et la résistance. Un bon argument, et cette diapo est très très souvent montrée, c'est la relation entre la consommation de pénicilline et la résistance à la pénicilline dans les pays européens. Chaque point est un pays européen, et vous voyez une relation qui paraît tout à fait nette entre la consommation et la résistance, la France étant dans une bien mauvaise position à l'époque. C'était il y a plusieurs années, avec donc une consommation énorme et une résistance énorme. Il y a d'autres données européennes qui sont également disponibles depuis longtemps. Il y a un réseau du CDC européen qui s'appelle EARS, qui donne des informations très complètes. Et vous voyez qu'il y a une différence très importante entre les pays du Nord, y compris la Hollande, sur par exemple la résistance du staphylocoque à la pénicilline, et les pays plus au sud, et il y a également une relation qui paraît assez nette pour ce germe entre la consommation antibiotique et la résistance, bien qu'il y ait bien d'autres facteurs qui interviennent pour la résistance du staphylocoque, en particulier les mesures d'hygiène qui sont prises. Et je pense que dans les pays du Nord, elles sont également nettement meilleures que dans les pays du Sud, France y compris, enfin en tout cas à l'époque. Mais il n'y a pas que la consommation antibiotique, et un bon exemple, c'est justement cette résistance des colibacilles qui sont nos camarades de jeu. Bien sûr, on vit avec des colibacilles en permanence du début à la fin. Résistance aux céphalosporines de 3e génération qui était active à tout coup sur les colis il y a 15 ans encore. Et vous voyez que là, sur la partie droite de la diapo, il y a également des différences entre pays, mais pratiquement tous les pays sont touchés. Donc c'est en particulier la Hollande que vous voyez là, qui est également en jaune, donc elle a des taux qui sont entre 5 et 10% comme la France. Donc il y a bien entendu d'autres facteurs que la consommation antibiotique, et là il y a un phénomène épidémique de ces souches, à la fois à l'hôpital et en ville, et donc le phénomène de consommation antibiotique n'est qu'un des facteurs, et on ne sait pas d'ailleurs son poids exactement dans un phénomène de ce genre. Alors pour vous donner un peu l'évolution des résistances en France, j'ai essayé de reprendre des chiffres de 2002, c'est-à-dire au début de la première campagne antibiotique française, et en 2014, les dernières données dont on dispose, et vous voyez que pour ce qui est des cocci gram-positifs, c'est-à-dire pneumocoque, staphylocoque, entérocoque, on est plutôt dans une bonne évolution. Une diminution très nette de la résistance du pneumocoque à la pénicilline, moins 58%, qui est certainement liée d'une part à la baisse de la consommation, en tout cas il y a 15 ans, maintenant vous savez que ça ne baisse plus, mais aussi certainement à la vaccination. Donc l'élément vaccination est très important. Pour les staphylocoques, également une baisse de 47%. On reste quand même dans à peu près la moyenne européenne, hein. On a bien baissé, mais on reste quand même d'assez gros, avec des niveaux qui ne sont pas négligeables. Et là, on pense sans en être tout à fait certain, que c'est des mesures d'hygiène, en particulier le lavage des mains, la désinfection des mains avec des solutés hydroalcooliques, qui a été responsable de cette baisse, mais c'est peut-être simplement l'installation d'autres types de souches de staphylocoque, en particulier parce que les staphes sont maintenant non seulement plus sensibles à la méticilline, mais également beaucoup plus sensibles aux aminosides. Presque tous les staphes sont sensibles aux aminosides maintenant, alors que tous résistaient il y a 15 ans. Donc il y a des phénomènes évolutifs qu'on ne sait pas décrire, et qui interviennent, qui pèsent très très lourd dans l'évolution de la résistance. Pour ce qui est des grammes négatifs, le problème c'est essentiellement ce phénomène de résistance de type BLSE qui rend donc ces colibacilles éclatiennes résistantes aux céphalosporines de 3e génération. Et là vous voyez que ça a augmenté en passant de pratiquement 0 à 10
pour le colis, dont 7% pour les BLSE, et puis nettement plus, une élévation nettement plus nette pour les klebsielles. Et pour l'instant, en France, on n'a pas encore beaucoup de souches de klebsielles résistantes à notre dernier bastion antibiotique, c'est-à-dire les carbapénèmes, mais dans certains pays, ils sont complètement inondés de ces souches-là, et donc, bien entendu, il ne reste plus pour traiter ces souches que les vieux traitements comme la colimicine, la colistine. Et donc la résistance à la colistine, bien entendu, est une mauvaise nouvelle, puisque ça peut entraîner des souches résistantes à tout, ou à peu près à tout. Et donc c'est ce qui est arrivé en Chine, à la publication il n'y a pas très longtemps, ou en ce moment aux États-Unis, où c'est également une souche résistante à la colie. Mais par contre, vous voyez, pour ce qui est du Pseudomonas, qui est un autre bon marqueur de résistance, on n'a pas augmenté, on est resté à peu près stable. Donc c'est plus un phénomène épidémique avec les colibacilles résistants et les klebsielles résistants que véritablement une pression de sélection globale sur tous les grammes négatifs. Alors vous voyez l'évolution que ça donne, hein, quand on avait un ennemi public numéro 1 en bleu qui était le staphylocoque résistant à la méticilline. Vous voyez l'évolution, hein, spectaculaire, une baisse qui est vraiment importante, qui continue un petit peu. Et pendant ce temps-là, alors qu'on continuait bien entendu les mesures d'hygiène dans les hôpitaux, on les intensifiait même, eh bien le colibacille, lui, s'est installé résistant, s'est installé progressivement. Et la cause de cette installation n'est pas claire. Bien sûr, l'utilisation des antibiotiques entraîne une pression de sélection globale qui entraîne un degré de résistance sous-jacent, mais par-dessus se greffent des phénomènes épidémiques qui ne sont pas bien compris, qui ne sont pas du tout faciles à contrôler. Alors, une des causes de cette difficulté à contrôler ces colibacilles, c'est qu'ils sont notés à l'hôpital, bien entendu, qui reste un creuset important, mais ils sont aussi notés en ville. Vous voyez ici que les porteurs sains, sur une période de 5 ans, sont passés de 10 minutes, de 0,6 à 6,1%. Donc c'est un phénomène qui existe maintenant en ville. Alors, la consommation française est connue pour être très élevée, c'est la 3e en partant de la gauche. Juste après la Grèce, c'est Chypre. On a bien entendu une corrélation, une relation entre ce niveau de consommation et le niveau de résistance à certains antibiotiques, comme on l'a vu pour staphylocoque et pneumocoque. Alors, cette consommation est bien entendu liée à des prescriptions inappropriées d'antibiotiques dans notre pays, pas dans notre pays, puisque cette étude-là est une étude américaine qui montre que la surprescription d'antibiotiques survient dans 30% de l'ensemble des prescriptions antibiotiques. C'est une étude sur 180 000 visites qui ont motivé pour 12,6% d'entre elles des prescriptions antibiotiques. Et pour les infections des voies aériennes supérieures, 50%. Donc c'est à peu près les mêmes chiffres qui sont donnés en France. On surconsomme des antibiotiques dans à peu près la moitié des cas d'infections respiratoires, qui sont les infections les plus fréquentes avec les infections urinaires, bien entendu. Alors, on a fait des choses pour essayer de lutter contre ça. Vous savez certainement qu'il y a eu 3 plans antibiotiques successifs. Le premier a commencé en 2002 et le dernier se termine cette année. Et vous voyez ce qui s'est passé. Là, le premier a comporté une grande campagne d'information auprès du public et des médecins. C'était des antibiotiques, c'était pas automatique, tout le monde connaît cette campagne. Et cette campagne a participé à la baisse, suivant quelle mesure on utilise, quel système de mesure, soit 12%, soit 26%. Mais vous voyez aussi peut-être qu'il y avait déjà une baisse qui avait commencé à s'installer avant la mise en place de cette campagne. Donc il se passait déjà quelque chose. Voilà une autre façon de le présenter, ce n'est pas en dose définie journalière, mais c'est en nombre de conditionnements, de boîtes.
Et là, la baisse est plus importante, 26%, elle est plus également prolongée et ça continue à baisser un tout petit peu, alors qu'avec l'autre mode de mesure, ça réaugmente. Enfin, disons, globalement, c'est à peu près stable sur les 10 dernières années. Alors, c'est surtout les enfants qui avaient été réellement touchés par cette campagne. La baisse des traitements a été essentiellement chez l'enfant, c'est la courbe en bleu. Les adultes, c'était un peu plus plat. Il y avait une petite baisse, mais c'était moins spectaculaire. Et l'autre fait qui est très intéressant, c'est qu'il y a eu une baisse des consultations également. Donc, pas mal d'infections tout à fait banales qui motivaient la visite d'un médecin. On cessait de la motiver. Bien entendu, c'est ce que nous on ferait avec nos enfants. On n'a pas traité nos enfants avec les antibiotiques plus d'une fois ou deux dans leur vie. Quand ils ont une bricole, on attend sagement et ça se passe tout seul. Donc je pense que si d'ailleurs on diffusait cette info, que les médecins qui sont censés être les mieux traités et leurs enfants ne sont jamais traités par les antibiotiques, ça pourrait peut-être avoir un certain impact. Alors ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a une différence importante entre les rhinopharyngites et la grippe, qui sont les courbes qui baissent, où donc il y a eu une diminution importante de la consommation antibiotique, et les infections telles les sinusites, les bronchites, les otites, où la campagne n'a entraîné pratiquement aucun effet. Donc c'est surtout... Et d'ailleurs, vous voyez aussi que là encore, la baisse était nettement avant la campagne de la CNAM. Ça avait déjà commencé à baisser très nettement. Donc il se passait déjà quelque chose. Certainement, déjà des infos avaient circulé et la campagne n'a eu qu'un effet de boosting sur ce point. Malgré ces relativement bons résultats, au moins à l'époque, la France reste, comme vous le voyez là, parmi les plus forts consommateurs. Encore une fois, il n'y a plus que la Grèce qui consomme plus que la Chypre et Malte qui consomment plus que nous. Donc, vous voyez que les autres pays, pour la plupart, soit ont baissé un petit peu, la Belgique avait fait des gros efforts aussi, soit sont restés à peu près stables, soit ont augmenté un petit peu, comme le Royaume-Uni. À l'hôpital, voilà les résultats. C'est pareil, il y avait eu un bel effet, enfin un certain effet à l'époque de la première campagne, et depuis c'est stable. Donc on avait promis pour la troisième campagne qu'on baisserait les consommations de 25%, et en fait, à l'arrivée, on les a augmentées de 4%. Donc c'est fin 2007, il nous reste encore 6 mois. Ouais, c'est ça, il reste encore. Certains produits sont ciblés de façon plus importante, c'est des antibiotiques critiques. Vous voyez que la consommation des fluoroquinolones a baissé un peu, quand même, ce qui est une bonne chose, parce que c'est des produits qui entraînent une forte pression de sélection. La consommation des carbapénèmes est restée à peu près stable. On aurait pu penser qu'elle allait monter en flèche, mais elle n'est pas vraiment montée en flèche. Alors la partie animale de la consommation est également importante, en particulier dans les pays comme les États-Unis qui utilisent encore ces antibiotiques comme facteur de croissance, ce qui n'est plus possible en Europe depuis 2006. Et donc cette pression de sélection chez l'animal est également quelque chose de très important auquel des vétérinaires se sont attaqués depuis plusieurs années avec un plan qui s'appelle Éco-Antibio, qui est très, très actif, très volontaire. Les consommations, en tout cas en 2007, procurées par ce réseau de surveillance européen ESCVAC, étaient là encore en France très importantes par rapport à d'autres pays. Là, cette fois avec la Hollande, qui était à peu près comme nous. Et depuis, il y a eu une baisse importante. En Hollande, c'est spectaculaire. Chez nous aussi, si bien qu'on est à peu près dans la moyenne européenne maintenant. Mais il y a un plan également animal qui prévoit une baisse de 25%, et là je pense qu'il devrait y arriver à peu près, ça va se terminer l'an prochain.
Alors cette surconsommation est liée évidemment en partie à des surdiagnostics. Il y a un problème bien entendu de traitement des colonisations urinaires sans signe clinique aucun, c'est-à-dire que ça sort de la définition de l'infection urinaire. C'est un problème un peu général, mais en particulier dans les EHPAD, c'est un problème vraiment très très important, des surtraitements sur les prélèvements bactériaux faits sur aucun signe clinique, simplement d'ailleurs souvent par les infirmières ou les aides-soignants, sans prescription médicale. Les infections respiratoires, on l'a vu, sont responsables d'un surtraitement dans la moitié des cas. Le problème étant bien sûr de différencier les bactéries, qui sont rares. Dans à peine 5% des cas, ce sont des bactéries. Le reste sont des virus. Donc le problème pour différencier les deux est capital. En Chine, il y a des traitements qui sont également très fréquents, mais ça a quand même baissé un peu. On dispose, comme vous le savez tous, d'un test qui est le streptotest pour faire le diagnostic d'infection bactérienne, mais malheureusement les médecins généralistes l'utilisent rarement. On traite de façon pratiquement systématique, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur la courbe, les bronchites, sinusite, otite, donc avec un surdiagnostic énorme, puisque c'est encore une fois souvent viral. Et la grippe également entraîne un traitement antibiotique dans certains cas, simplement parce que les gens pensent traiter une surinfection. Ça existe d'ailleurs, une surinfection de grippe, il faut bien être honnête. Mais de là à traiter tous les malades de 1 minute, il y a un cas. Voilà. Enfin, ça doit être hors diapositive. Les Français utilisent peu pour l'instant les tests biologiques rapides au doigt pour la CRP et la PCT, qui sont deux marqueurs qui permettent, quand c'est tout à fait négatif, d'éliminer une infection bactérienne. Quand c'est positif, c'est plus compliqué, parce que ça peut être lié à d'autres choses. Mais si c'est négatif, on peut éviter de traiter. Donc c'est quelque chose de remarquable. Et les Hollandais sont en train de généraliser cette technique vraiment pour inciter les médecins à ne pas traiter s'il n'y a pas de test négatif, si le test est négatif. Alors on a mis en place, comme vous le savez, un groupe de travail. Je ne vais pas vous détailler ce qu'on a dit parce que ce serait bien trop long. Un groupe de travail, la ministre a mis en place un groupe de travail qui finalement faisait 120 personnes, donc c'était un assez gros truc. On a proposé 4 grands outils plutôt politiques pour essayer de faciliter la mise en place de ce programme. Un comité interministériel, parce que la coordination entre les ministères et le capital s'est mis en place. Un plan interdisciplinaire de recherche sur 5 ans, ça avance pas trop, mais elle a accepté. Soutenir les produits innovants par la création d'un statut particulier pour les antibiotiques innovants qui permettent de mettre en place des actions incitatives pour les faciliter la vie des labos et des startups. Et reconnaître en 2016, mais ça a raté, on n'a pas été sélectionné, la résistance aux antibiotiques comme grande cause nationale. Donc on a proposé toute une série d'actions. Il y a une très longue liste, donc je ne peux pas tous vous les montrer, j'ai juste mis là quelques-unes qui font partie de ce qu'on appelle bon usage des antibiotiques ou antibiotic stewardship en anglais, en particulier renforcer les équipes multidisciplinaires, les régionales, et en particulier en médecine ambulatoire, comme l'ont fait certaines régions, limiter la durée des antibiotiques à 7 jours, essayer d'augmenter la part antibiotique dans la ROSP, essayer de détecter les gros prescripteurs et les suivre, mettre en place avec eux des actions ciblées. Il n'y a pas pour l'instant de mesures coercitives. On peut discuter du bien fondé de ne pas en avoir mis, peut-être qu'on a eu tort. Donner le profil de prescription à tous les médecins, leur donner leur profil par rapport aux autres profils, leur donner ça régulièrement, c'est évidemment très important. Ça, c'est une étude américaine qui montre qu'en écrivant aux gros prescripteurs, on arrive à baisser la consommation antibiotique. C'est un peu ce que fait la CNAM, mais la CNAM est toujours taxée, évidemment, de s'occuper de ses sous et pas du bon usage des antibiotiques, mais pourtant ils le font. Enfin, ils ont fait un bel effort, je trouve.
Voilà, eh bien, je vais m'arrêter là. Juste en termes de conclusion, je vous montre cette diapositive, qui est une diapo d'un journaliste qui avait vraiment lu le Lancet à l'époque, qui s'était vraiment donné du mal à bien comprendre la relation. C'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, c'est pour le pneumocoque, consommation-résistance, mais il a juste fait une petite boulette. Il a fait une petite boulette qui montre quand même que même un journaliste qui s'est intéressé au sujet et a lu la littérature peut encore se tromper, donc l'éducation est quelque chose de capital. Les campagnes d'information sont à renouveler. Ça a été dit également dans le rapport anglais de Jim O'Neill et également dans le nôtre. Voilà, merci de votre attention. Merci.